Pour mener sa mission, le rapporteur est investi de pouvoirs qui lui permettent d'ordonner des mesures d'instruction. Cette possibilité qui lui est offerte par le Code de justice administrative n'est pas systématiquement exercée. Dans certaines affaires, les éléments produits par les parties suffisent au rapporteur pour se forger une conviction. En revanche, lorsque ce n'est pas le cas, le rapporteur peut procéder à des investigations supplémentaires qui portent le nom de mesures d'instruction. Il convient d'envisager le régime général de ces mesures d'instruction avant d'en détailler la liste. Premier paragraphe, le régime général. C'est le rapporteur qui a l'initiative des investigations qui méritent d'être menées pour lui permettre d'établir la vérité. Il apprécie librement l'utilité d'ordonner une mesure d'instruction. Cela signifie qu'il peut ordonner une mesure d'instruction même si les parties n'en ont pas fait la demande. A l'inverse, lorsque celles-ci ont sollicité une mesure d'instruction, le rapporteur n'est pas tenu d'y faire droit. Il peut refuser d'ordonner une mesure qui serait demandée par une partie s'il la considère inutile ou frustratoire. Son refus n'a pas à être motivé et il peut même être implicite. Le rapporteur est par ailleurs libre de choisir la mesure d'instruction qu'il juge la plus utile. Selon la formule traditionnelle rappelée dans l'arrêt Herden du Conseil d'État du 1er octobre 2014, le rapporteur ordonne toute mesure propre à lui procurer les éléments nécessaires pour trancher le litige. Le choix de la mesure se fait parmi les mesures d'instruction prévues par le Code de justice administrative, mais aussi parmi les mesures ayant une origine prétorienne. En résumé, le rapporteur est maître en la matière. Sa décision d'ordonner ou non une mesure ne peut faire directement l'objet d'un recours. Cependant, elle peut être contestée en appel ou en cassation lors de la contestation du jugement, au fond, rendu sur le litige. Le juge d'appel ou de cassation vérifie alors à ce stade l'utilité ou non de la mesure qui avait été sollicitée. Enfin, il faut préciser que les mesures d'instruction peuvent être décidées par le rapporteur au cours de l'instruction, mais aussi par la formation de jugement. En effet, si celle-ci estime, au moment de juger, qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher le litige, elle peut prononcer un jugement avant dire droit, qui a pour objet d'ordonner une mesure d'instruction. Cette possibilité se rencontre souvent concernant l'expertise. Une fois la mesure ordonnée, il faut dire un mot des règles qui encadrent sa réalisation. Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations. Par ailleurs, le principe du contradictoire s'applique. Ainsi, les opérations sont réalisées, le cas échéant, en présence des parties qui sont averties du jour et de l'heure de la réalisation de la mesure. Les documents qui résultent éventuellement de ces opérations sont également communiqués aux parties afin qu'elles puissent faire part de leurs observations. Enfin, il faut rappeler que la mesure d'instruction vise essentiellement à éclairer le juge. Celui-ci reste libre d'en tirer les conclusions qu'il veut. En d'autres termes, il n'est pas lié par le résultat de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée. Par exemple, il n'est pas lié par les conclusions de l'expert ou par l'avis de la personne consultée. Ce sont uniquement des éléments qui lui servent pour forger sa propre conviction. Venons-en, grand 2, aux différentes mesures d'instruction possibles. Les articles R 621-1 et suivants du Code de justice administrative listent les différents moyens d'investigation aux mains du rapporteur. Nous allons les présenter en distinguant celles réalisées par le juge lui-même de celles qui nécessitent l'intervention d'un tiers. Grand A, les mesures d'instruction réalisées par le juge lui-même. Certaines mesures d'instruction sont décidées et menées par le rapporteur. Il s'agit d'abord de la visite des lieux,
qui est prévue à l'article R 622-1. Elle permet à l'un ou plusieurs des membres de la juridiction de se rendre sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par la décision qui a ordonné la mesure. Cette visite se fait en présence des parties. Au cours de la visite, les magistrats qui se sont déplacés peuvent, en outre, entendre à titre de renseignement les personnes qu'ils désignent et faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles. Il est ensuite dressé un procès-verbal de l'opération. La visite des lieux est par exemple ordonnée en matière de dommages résultant d'un ouvrage public, notamment pour les dommages permanents. Elle permet aux magistrats de mieux apprécier la gêne invoquée par le requérant à cause de l'ouvrage public. Ensuite, l'article R 623-1 prévoit la possibilité d'ordonner une enquête sur les faits dont la constatation paraît utile à l'instruction de l'affaire. Elle consiste en une audition de témoins par le juge rapporteur ou la formation de jugement qui se fait à l'audience ou dans des lieux déterminés par la décision qui ordonne l'enquête. Les parties sont invitées à présenter leurs témoins au jour et lieu fixés par cette décision prescrivant l'enquête, mais le juge peut aussi convoquer d'office toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Les témoins prêtent serment et sont entendus séparément en présence des parties, mais ils peuvent aussi être entendus une seconde fois afin de les confronter les uns avec les autres. Un procès-verbal, là encore, est dressé à l'issue de l'audition et il est versé au dossier. Cette mesure d'instruction est susceptible de se rencontrer, par exemple, en matière de fonction publique, lorsqu'il s'agit de contentieux concernant des sanctions infligées à certains fonctionnaires. Enfin, on trouve la demande d'explication ou de document. Il s'agit d'une injonction ici ordonnée à l'une des parties ou à un tiers de fournir des documents utiles ou de donner des explications. Ces injonctions sont principalement adressées à l'administration. Cette mesure d'instruction n'est pas prévue par le Code, mais elle résulte de la jurisprudence. L'arrêt précité du 1er octobre 2014 en fait d'ailleurs mention. Il rappelle en effet que le juge chargé de l'instruction a le pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige et notamment de requérir des parties ou des tiers, en particulier l'administration, la communication de documents qui lui permettent de vérifier les allégations du requérant. Mais cette mesure d'instruction doit être conciliée, on l'avait déjà dit, avec le caractère secret dont bénéficient certains documents en vertu de la loi. Grand B, les mesures d'instruction réalisées par un tiers. La principale d'entre elles est bien sûr l'expertise, prévue à l'article R 621-1 du Code de justice administrative. Elle consiste à confier à une personne, l'expert, le soin de mener des investigations. Il lui est par exemple demandé de constater des faits, d'établir les causes et les conséquences d'un événement, ou encore d'évaluer un préjudice. Il peut aussi se voir confier une mission de médiation et peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. On a déjà rencontré cette mesure, puisqu'on a vu qu'il existe un référé expertise qui permet à un administré de demander en référé la réalisation d'une expertise en vue d'un litige futur. À présent, ici, nous envisageons l'expertise comme mesure prononcée dans le cadre de l'instruction d'une requête au fond. Par exemple, un recours de pleine juridiction est déposé par le patient d'un hôpital qui souhaite engager la responsabilité de ce dernier au motif qu'une faute a été commise dans sa prise en charge. Pour se prononcer, le juge a nécessairement besoin de l'avis d'une personne expérimentée dans le domaine médical pour qu'il l'éclaire sur les événements relatés par le requérant. C'est pourquoi il ordonne le plus souvent dans ses contentieux une expertise. La mission de l'expert ne porte que sur des éléments de fait
et non sur des points de droit. Par exemple, l'expert doit décrire les agissements de l'hôpital, si on reste dans cet exemple, mais il ne peut pas les qualifier de faute. Il s'agit en effet d'une qualification juridique que seul le juge peut attribuer. L'expertise est ordonnée par un jugement avant dire droit qui énumère les missions confiées à l'expert. Celui-ci est choisi en principe sur le tableau des experts établi au sein de chaque cour administrative d'appel. Mais le juge a aussi la possibilité de désigner toute autre personne de son choix. Les parties, quant à elles, ont par ailleurs un droit de récusation qui peut être exercé pour les mêmes raisons que celui à l'égard des juges. L'expert, une fois désigné, s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Les parties sont averties par l'expert des jours et heures auxquels il est procédé à l'expertise. À l'issue des opérations, l'expert dresse un rapport qu'il transmet à la juridiction et aux parties, qui disposent alors d'un mois pour faire part de leurs observations. L'expert peut par ailleurs être convoqué devant la formation de jugement pour fournir toutes les explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations qui ont été formulées par les parties après la réception du rapport. Enfin, l'expert a droit à des honoraires pour la mission accomplie. Ils sont fixés par ordonnance du président de la juridiction et mis à la charge des parties. L'article R624-1 du Code de justice envisage ensuite une autre procédure, une autre mesure d'instruction faisant intervenir un tiers. Il s'agit de la vérification d'écriture. Elle vise à faire vérifier par un expert qu'un acte est bien celui de son auteur. Enfin, autre mesure faisant appel à un tiers, le Code prévoit la consultation d'un tiers afin de recueillir son avis sur certains aspects du litige. Depuis un décret du 22 février 2010, il existe deux types de consultation. La consultation technique, d'abord, il s'agit de consulter des tiers afin qu'ils fournissent un avis sur des points techniques que le juge détermine. Cela est prévu à l'article R625-2, c'est l'exemple de la consultation d'une autorité administrative indépendante. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant le principe du contradictoire. L'avis qu'il rend est consigné par écrit, il est en revanche, lui, communiqué aux parties par la juridiction. Deuxième type de consultation, la consultation d'ordre général. Il s'agit de consulter toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement le juge sur la solution à donner à un litige, afin que cette personne produise des observations d'ordre général sur les points déterminés par le juge. Article R625-3. On parle ici de la procédure de l'amicus curiae. L'avis est à nouveau consigné par écrit et communiqué aux parties. L'affaire Lambert, concernant le sort d'une personne tétraplégique, a donné l'occasion au juge d'utiliser cette possibilité, compte tenu du caractère infiniment délicat de l'affaire et des problèmes éthiques qu'elle soulève. Ainsi, dans l'ordonnance du 14 février 2014, le juge des référés a demandé l'avis de l'Académie nationale de médecine, celui du Comité consultatif national d'éthique et celui du Conseil national de l'ordre des médecins. Il faut noter donc que cette ordonnance a été rendue dans le cadre d'un référé liberté. Cela permet de souligner que les mesures d'instruction que l'on vient d'envisager sont utilisables dans les procédures au fond, mais aussi dans les procédures en référé.